Venez découvrir le prochain Forum des médecines de l'âme en Normandie chez vous, à Caen. Et puis à Angers, Colmar, Bruxelles, après Chambéry, le Forum des médecines de l'âme se déplace proche de chez vous avec toujours ce but de vous faire découvrir la spiritualité, les médecines holistiques, les philosophies, les religions, enfin toutes ces traditions qui nous parlent de l'âme. Et bien sûr, pour ça, on invite. Des conférenciers extraordinaires qui vont vous surprendre et qui vont vous amener dans un autre monde, un autre champ de conscience. Et puis beaucoup de pratiques avec des ateliers de praticiens passionnés par leur méthode. Et tout ça, bien sûr, il faut vous inscrire parce que les places sont limitées. Et donc, vous devez vous inscrire sur forum-âme.com pour réserver votre place. Et puis, surtout, là, je vous laisse découvrir une petite perle, une interview, un échange que j'ai eu avec Louis Fouché. C'est parti. Bonjour Gilles, merci beaucoup de me recevoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on est vraiment, enfin, moi, particulièrement, et je pense toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont très très contentes de te voir venir sur le Forum des médecines de l'âme, sur la chaîne du Forum des médecines de l'âme, qui est un endroit où on organise, comme tu le sais, depuis des forums depuis 6 ans maintenant. Et on s'est branché sur les mots médecine et âme parce que ça nous paraissait être dans l'air du temps. Et puis toi-même, tu as écrit Résistant dans l'âme. Donc on s'est dit, là, on est obligé de faire venir Louis sur la chaîne pour échanger avec lui. Donc vraiment, on est très très content de t'avoir. Ouais, bah, merci beaucoup Gilles. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu là de soigner pas seulement le corps, pas seulement le fonctionnement de chaque instant du corps, mais de quelque chose d'un peu plus profond, quoi. Quelque chose qui nous relie aux autres, à plus grand, qui a l'air bien malade. Et on peut peut-être commencer directement là-dedans. C'est que pour moi, c'est la grande question de la santé, c'est un peu cette articulation entre euh, l'individuation, quoi, la verticalité de chacun. Et puis l'horizontalité du groupe dans lequel on fait partie, tu vois, comme s'il y avait un point d'articulation entre la verticalité et l'horizontalité et que ce point d'articulation, au fond, est-ce que il va bien? Est-ce qu'il a de la souplesse? Est-ce qu'il est capable de se déplacer? Et est-ce qu'il est en santé? Ou est-ce qu'il est complètement malade? Je suis persuadé d'avoir raison et nous est un danger. Ou au contraire, nous prend toute la place et je est complètement atrophié et j'existe pas. Je prends toutes les lois qu'on me donne, toutes les règles qu'on me donne, toutes les pensées qu'on me donne et j'existe pas moi et je suis pas non plus en santé. Et donc, quelque part, pour moi, c'est vraiment ce point d'articulation là, quoi, entre ouais, une singularité et puis quelque chose de plus grand. Mhm. Alors quand tu parles de ça, tout de suite, les chrétiens ils vont se reconnaître, ils vont dire, mais Louis, il est en train de parler de la croix, tout simplement. La croix du Ouais, Christ, bah tu ouais, connais ouais, le tout sens à de la fait. croix? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un symbole qui est pas qui est pas anodin, hein. Et Mhm. on pourrait voir qu'il y a ces deux dimensions-là qui sont inscrites bah, dans la nef des églises et le transept, qui sont inscrites euh, dans tous les croisements d'une vie. Tu sais, comme si euh, il nous était donné d'arriver à un moment à des bifurcations et de voir où est-ce qu'on va partir, quoi. Est-ce qu'on veut Mhm. continuer le même chemin au même endroit ou est-ce qu'on va accepter que la vie nous emmène à des endroits différents? Puis je crois que la période qu'on est en train de vivre là nous emmène justement à accepter de renoncer à une partie de ce qu'on était et d'accepter de se transformer, quoi. Et cette transformation, peut-être qu'il y a une troisième dimension dans cette croix qu'on n'a pas dit encore, qui est celle de la profondeur. On pourrait dire qu'il y a la verticalité, l'horizontalité, et puis une sorte de profondeur qui est l'endroit où j'inscris cette croix en moi. Imagine, je suis médecin dans un système de santé qui va bien, enfin dans un système de santé tel qu'il est, et puis je me sens pas à ma place. Je me sens comme en désaccord avec ce système ou la façon de faire de la médecine me semble pas exactement adaptée. Et, euh, et pourtant, j'ai qu'à déplacer un tout petit peu ce croisement-là en moi pour voir est-ce qu'il résonne à l'endroit où ça me rend heureux, où j'ai de la joie à le faire, où j'ai de l'énergie qui vient en continu. Et ça, pour moi, c'est la profondeur. Et tu peux imaginer que c'est même pas faire de la médecine, une autre médecine. C'est même pas changer quoi que ce soit dans ta vie en apparence. C'est changer le point d'accordage dans lequel tu le mets et ta façon de le faire au quotidien. Parce que, au fond, je vais te dire autrement, tu peux balayer des feuilles dans la rue et arriver à trouver le bonheur, à apporter du bonheur autour de toi. Et c'est un petit peu ingénu ce que je dis là. Mais au fond, si tu es entouré de gens que t'aimes, de copains, et que tu rends service aux autres,
Tu peux faire ça au quotidien. L'autre jour, j'étais dans un grand supermarché. Je donnerai pas le nom, j'y vais rarement. Pour moi, c'est un gouffre énergétique, quoi. Ça te suce le karma de manière et ton pognon hein, de manière très efficace. T'es venu pour acheter un truc, en général, tu dis ah tiens, et si j'achetais ça, et si j'achetais ça, puis tu ressors rincé beaucoup plus que ce que tu pensais. Et puis donc j'arrive un peu la langue pendante jusqu'à la caisse. Et là, il y a une dame qui était devant les caisses. Et puis qui dit, ah, mais vous avez qu'un seul article, vous pouvez peut-être passer là, même si vous n'avez pas le droit, allez-y, je vous laisse passer. Et puis elle me sourit, et elle rigole un petit peu, et puis je vois que juste après, elle discute avec un autre client et qu'elle rigole aussi, qu'elle sourit. Et rien que la présence de cette dame à cet endroit-là remettait de la joie, de l'énergie et de la beauté. Alors même qu'on était dans le temple de la consommation, le pire du monde, quoi. Et Ça me fait rire parce que justement, tu es en train de, j'en profite pour l'annoncer au public, c'est que tu vas venir faire une conférence sur ce thème-là, l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous sourire dans l'avenir? Est-ce que les robots vont être des humains et est-ce qu'ils vont nous transmettre de l'humain? Et tu vas venir faire ce thème au Forum d'Angers avec Philippe Bobola. Vous allez faire une conférence de samedi soir et vous allez aborder ce thème du transhumanisme et tout. Mais on va pas en parler aujourd'hui parce on va pas aller dans ce on thème-là. peut Moi, je préfère juste qu'on. en dire un mot, mais moi je suis Ouais. très heureux de venir avec Philippe Boula, qui est une sorte d'érudit, qui connaît plein de choses à tout, qui a une grande douceur, une sorte d'humour aussi dans le regard qu'il porte sur la vie, une patience en tout cas, moi je l'ai jamais vu en colère, je l'ai jamais vu excédé de quoi que ce soit, mais au contraire, toujours essayer de comprendre et de ressentir profondément ce qui est en train de se passer dans le monde. Pour moi, fait partie des gens que j'admire au fond, donc je suis très, très heureux et très flatté de pouvoir venir discuter avec lui au Forum des médecines de l'âme sur un sujet qui est assez prégnant en médecine. Parce que l'intelligence artificielle et le monde digital sont en train de déferler très très fort. Mais comme ils sont en train de déferler sur tous les pans de notre vie, hein, on en discutait hors antenne juste avant de commencer, c'est qu'au fond, presque pour faire partie de cette société aujourd'hui, si vous n'avez pas de téléphone, ça devient compliqué, quoi. Si vous n'avez pas de téléphone branché à Internet, que vous n'avez pas les applications qui vous permettent de vous connecter à l'administration, etc., vous vous retrouvez un peu comme un handicapé à dire, bon, est-ce que vraiment je fais encore partie de cette société ou pas? Et c'est comme si il y avait un prérequis maintenant pour avoir le droit de faire partie de la société, c'est quel est votre abonnement à une grande multinationale. Donc, Ouais. on a un peu oublié le nous, tu vois, le pacte, le contrat social du nous commun pour s'en faire exproprier par des multinationales. Et ce thème-là, il est présent non seulement en santé, non seulement pour l'appartenance sociale, mais il est présent pour tous les outils qu'on utilise au quotidien. Et moi, c'est un des grands sujets qui m'intéresse, c'est la question de l'outil. Ça peut aller d'un marteau à des outils complexes comme un système de santé. Un système de santé, c'est jamais qu'un gros marteau très complexe et très très touffu. Et ce marteau, est-ce que il est au milieu de la table, je le pose, et puis tu le prends, puis tu me tapes sur la tête avec et tu me dis donne-moi ton portefeuille. Bon, ok, c'est un outil d'asservissement dans ce cas-là. C'est un peu ce que fait Free, Orange, Vaveille, etc. Enfin, ils prennent le téléphone portable, ils te tapent sur la tête avec, ils disent bon, bah, file-moi ton téléphone portable. D'ailleurs, c'est la première chose que vous faites sur le téléphone en général, c'est de mettre le numéro de carte bleue qui est enregistré une fois pour toutes, ce qui fait que vous pouvez vous faire pomper votre pognon à l'infini. Ou est-ce que c'est un outil au milieu de la table dont on fait le meilleur bien commun? Et on prend ce marteau, toi et moi, et on construit une belle maison, on en fait quelque chose de chouette, et on le décide ensemble. Bah là, et un outil, c'est toujours un peu les deux. Un outil d'asservissement et un commun. Ouais. Actuellement, la plupart des outils institutionnels qu'on a à disposition, le système de santé, le système d'information, donc les médias, le système politique, le système économique au sens large, la création du savoir, L'enseignement. euh, Ouais. voilà, le système bancaire, sont- on en est exproprié au fond. Tu vois, c'est comme si on ne pouvait plus rien décider, c'est automatique, et pour moi ça correspond à une sorte de volonté inconsciente de la part de la plupart d'entre nous, et moi y compris, hein, euh, d'essayer de rester dans le confort, d'essayer de se prémunir de la peur, de dire si je devais avoir la responsabilité réellement de décider qu'est-ce qui est en train de se passer pour le système de santé, bah, ça commence à être vertigineux parce que ça veut dire que je vais devoir engager ma vie. Je vais devoir me mettre à fond dans essayer de faire quelque chose de chouette et de bien.
Et donc, il va falloir que j'arrête juste de consommer, d'attendre mon week-end, les vacances, etc. Et personne n'a dit que c'était confortable, hein, de prendre ses responsabilités. Alors, Euh, justement, moi j'aimerais, Louis, que dans cette vidéo, parce que nous on est au Forum des médecines de l'âme, tu comprends, on va parler de l'âme, mais on va parler de la tienne surtout. Et moi, tu m'as envoyé ton livre, et j'ai tout de suite vu que dans ton livre, tu parlais de ton âme et de ton cheminement d'âme. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu dis dès le départ, c'est une fiction. Puis après, tu parles de ce qui s'est passé pendant les confinements, le Covid, de ce qui s'est passé dans ton histoire, que je pense que tous les spectateurs connaissent. Hein, mais bon, je rappelle quand même en 2 mois que tu es médecin anesthésiste et que maintenant, bah, tu es obligé d'aller faire tes courses à Carrefour. Non, c'est pas Carrefour, t'as pas le dit, mais donc, tu es revenu dans une vie profane, on va dire. Tu n'es plus dans le domaine parce que tu as dû prendre t'as dû te mettre en retraite de ta profession carrément. Donc, tu as vécu vraiment une épreuve qui t'a fait travailler en profondeur, parce que ça se ressent vraiment dans ton livre. Moi, j'ai l'impression que tu décris ton initiation comme si tu avais rencontré ton gardien du seuil. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour toi, là? oui, alors déjà, je peux vous parler avant de ça du livre un petit peu. L'idée même de dire que c'est une fiction. C'est parce que, évidemment, tout ce qu'on vit est une fiction. Pour ceux qui connaissent un peu les philosophies orientales, vous savez que pour eux, c'est tout à fait clair que tout ce qui nous entoure, bon, est la manifestation instantanée de des consciences individuelles mises en résonance les unes avec les autres, qui vont créer une réalité, mais qui a rien à voir avec le réel, qui a rien à voir avec la vérité. Qui est jamais qu'un masque sur un masque sur un masque, un voile sur un voile. Certains appellent ça Maya, la grande illusion. Mais si vous voulez, ce qu'ont dit les hindouistes ou les bouddhistes est pas très loin de ce qui est dit dans Matrix ou dans le Truman Show ou dans la Société du spectacle ou dans ce qui a été dit par Platon dans l'allégorie de la caverne. Et en gros, on a l'impression de vivre quelque chose de stable et tout, euh, que ce qui est autour de nous tient le coup. En fait, tout est faux, quoi. Tout est faux, et il y a une sorte de vérité, une réalité qui est derrière ça, derrière ou dans les plis, on pourrait dire quelque part. Il n'y a même pas besoin d'aller derrière. C'est à l'intérieur, dans chaque recoin, dans chaque interstice. C'est ce qu'avait dit Deleuze. Il avait dit la vérité dans le pli. C'est-à-dire que c'est pas derrière la feuille, c'est dans sa façon d'être plié déjà. C'est un peu pareil dans la réalité. Donc le fait de dire dès le départ ceci est une fiction, bah, c'est une sorte de rappel de ça. Que au fond, on va parler du Covid, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? J'en sais rien. Moi, je suis juste paumé comme tout un chacun là-dedans, et je me garderais bien de faire des grandes conclusions. Et puis la deuxième euh, idée derrière ça, c'était de proposer dans le livre de très nombreuses phases de récits, de romans, qui correspondent pour moi, alors même que c'est censé être les moments les plus faux, puisque c'est de la fiction. Au fond, pour moi, ce sont les moments les plus vrais, paradoxalement. C'est ceux d'un ressenti, ceux de quelque chose qui est vécu, qui est connu au sens de la connaissance intime. C'est pas de l'intellectuation, c'est pas des idées avec des grands concepts, etc. C'est juste bah, l'histoire qui est vécue. Et dans cette histoire qui est vécue, il y a peut-être quelque chose de plus intime et de plus vrai que dans toutes les réflexions qu'il peut y avoir. Donc le livre, il est émaillé de phases de romans comme ça, et puis à d'autres moments, il y a des phases un peu plus dialectiques, didactiques, où on essaie de comprendre ce qui se passe. Et ces phases de romans décrivent au fond un trajet d'une naissance jusqu'à une mort. Ça commence par la naissance, puis ça finit à la mort. C'est un peu notre histoire à tous, on pourrait dire, hein, quelque part, et qui rejoint, donc c'est pas très original, et en même temps, ça rejoint tous les grands récits. Les grands récits, peut-être les gens qui nous écoutent connaissent pas ça, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell, qui a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, et qui le prend de manière un peu historique les grands mythes. Et dit bah, qu'on soit chez les hindous, chez les vikings, dans le monde celtique, dans le monde romain, grec, toujours la même histoire, quoi. C'est toujours exactement le même schéma narratif. Vous savez, ce schéma narratif qu'on a appris à l'école. Quand on était en français, on a dit, ah, il y a la situation initiale, l'élément perturbateur, les, les ennemis sur le chemin, les amis et puis les alliés. Et puis, il y a la traversée d'épreuves. Et à la fin, le héros revient dans la situation finale, qui est la situation initiale, mais où il a compris des choses, ramené des choses à la communauté. Il a grandi par rapport à plein de sujets. Puis souvent, il passe la main à ceux d'après.
ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bon, allez, c'est à vous de jouer Et puis, maintenant. il a Moi, j'ai fait surtout mon bout. grandi, Voilà. il a Moi, surtout j'ai fait grandi en conscience. C'est ça exactement et en qu'il sagesse. faut dire. Ouais. Ouais, en sagesse. Et Donc, c'est là où tu parles de cette profondeur de l'âme, en fait. ouais. Et ce schéma narratif, voilà, il a toujours à voir avec ce que tu disais tout à l'heure. Et puis il est présent chez Joseph Campbell dans cette idée du monomythe, hein. Il y a un seul mythe et c'est toujours le même. C'est que il y a une sorte de traversée héroïque qui consiste à naître au monde, à sortir de sa condition d'avant et à se dépouiller. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un deuil, d'un abandon de toutes ses croyances, de ses rituels, de ses habitudes, pour accepter de, de se confronter avec ceux qui étaient les gardiens du seuil, tu as dit, hein, c'est-à-dire ces monstres qu'on a autour de qui garde bien le monde autour. Alors pour certains, le monstre, il s'appelle Ursula von der Leyen, pour d'autres, il s'appelle Klaus Schwab, pour d'autres, il s'appelle agoraphobie ou arachno, on s'en fout. C'est toutes nos peurs autour de nous circonscrivent le monde dans lequel on vit. Et elles nous Mm. enferment dans ce monde-là. Et il y a un moment, il va falloir traverser la peur si on veut aller voir ailleurs, autour, ce qui se passe. Et quand je dis traverser la peur, on a l'impression d'un mouvement extérieur, que ce serait comme sortir de soi-même. Mais le paradoxe, c'est que ce mouvement, il est complètement intérieur. C'est-à-dire que toutes ces peurs, tous ces gardiens du seuil, ils te renvoient au fond, complètement à l'intérieur, à une sorte de combat intérieur. Et moi, je me souviens de l'histoire de Milarepa, qui est un bodhisattva euh, qui est dans une montagne sacrée, le mont Kailash. Et dans cette montagne sacrée, il va rester dans une caverne avec lui-même à combattre ses propres démons pendant plusieurs jours, etc., jusqu'à triompher de ses propres démons et pouvoir enfin se déployer dans le monde dans lequel il vit. Donc, Ouais, et puis d'ailleurs, il a commencé sa vie par explorer la face sombre, tu sais. Je sais pas si tu as vu le film sur lui, où il commence à explorer la magie noire, la haine, la colère, la vengeance. Et après, il va devenir un des saints éveillés les plus respectés du bouddhisme, parce que justement, il est parti d'un côté pour aller de l'autre, tu vois. Ouais, oui, c'est oui, et vraiment c'est chouette. souvent le mouvement de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de la révolte par rapport à tout ce qui est en train de se passer, la révolte par rapport à l'injustice, par rapport à, à l'économie galopante qui a conquis nos vies, etc. Il y aurait comme l'envie d'aller en découdre, d'aller Ouais. se battre contre ça. Et en même temps, mon Alors, ce constat de qui, ces dernières années, c'est ouais, Ouais, ce qui m'intéresse aussi, enfin, je pense que ça va intéresser les gens, c'est ton propre cheminement, parce que dans le livre, donc je rappelle, ça, bon, traverser la peur, hein, et dans le livre, tu décris cette descente où tu pars d'abord des phénomènes qui se sont passés pendant l'épisode Covid, avec la société, tout ça, puis à un moment, tu arrives on va toucher les enfants. Et là, les enfants, il y a un truc en toi qui dit non, c'est pas possible ce truc. Et là, tu parles de ton enfant intérieur, je suppose, que tu vois dehors. Et ça, là, tu touches le fond, tu dis c'est pas possible. ouais, tout à fait, ouais. Il y a à la fois l'enfant intérieur, comme tu dis, et puis l'enfance autour de nous, l'innocence, l'ingénuité, la capacité créative, la capacité de jeu, l'envie de participer au monde et d'être sur le fil rouge de sa vie de manière intense. Quand on regarde les enfants, on les voit, on pourrait dire, dans un système carcéral scolaire. Tous les jours, on les emmène à l'école, la cloche sonne, faut qu'ils se mettent en rang par deux. Ils ont un temps de sortie, je le rappelle hein, quand même, qui est inférieur à celui des prisonniers. Euh, donc, et il faut qu'ils restent assis pendant des heures à écouter quelque chose comme un camp de rééducation. Où on leur dit comment est le monde et comment ils devraient penser. Et, et les enfants, malgré ça, arrivent à trouver de la joie, de l'innocence, de la rigolade, de l'amitié, du partage, à avoir envie d'y retourner en disant mais ok, il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir à l'intérieur de ce moment de contrainte énorme. Euh, et c'est un peu la même chose pour les gens qui sont en prison. Peut-être vous avez déjà entendu parler de certaines personnes en prison qui finissent par avoir une aspiration mystique ou spirituelle très importante. Et puis à force de rester là dans cet endroit où tout est contraint, à explorer à l'intérieur une réconciliation, à essayer de trouver comment se réconcilier. Et je crois que c'est aussi ça le propre des périodes de crise ou des périodes de violence, c'est il y a tellement de pression à l'extérieur que elles nous condensent, elles nous mettent à Mm. l'intérieur de nous, un petit peu comme quand on, euh, ouais, et au fond, ça vient chercher qu'est-ce qui reste de moi
euh, une fois que j'enlève toutes les scories, une fois que j'enlève les conventions sociales, une fois que j'enlève la particule, j'étais docteur Louis Fouché, et d'un coup, paf, on a coupé la tête. Vous savez, comme les nobles, ils s'appellent de quelque chose. Là, paf, on coupe la tête. Je suis plus docteur de rien. Alors, je suis quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce Tu qui veux, reste? Et il reste justement ce premier prénom qui est donné au départ. Souvent, qu'est-ce qui est le fil conducteur de toute notre vie? On essaie de trouver. On se dit, mais bon, même les cellules de mon corps ont changé, quoi. Tous les 7 ans, elles sont renouvelées intégralement. Qu'est-ce qui reste? Et puis, il reste ce prénom, et c'est souvent le nom aussi, hein, qui nous a été donné, avec lequel on est parti comme un viatique à travers la vie, offert par les parents. Et tout ça pour dire que ce prénom, c'est l'enfant justement qui reste de nous au départ. C'est la promesse, la promesse de l'aube, quoi, aurait dit Romain Gary, quoi, la promesse de la joie, du bonheur, et qu'on a sans cesse oublié. Et donc, c'est revenir à cet endroit-là, c'est se reposer la question de, mais il m'avait été promis que je serais heureux, que le monde serait beau, et tout ça. Ben, pourquoi c'est pas comme ça en fait? Et qu'est-ce que je peux y faire? Et donc, au alors, fond, je décris une sorte de catabase, de descente aux enfers. Hein. La catabase, c'est un mot un peu savant pour dire descente aux enfers, un petit peu comme dans l'enfer de Dante ou des choses comme ça, ou chez Virgile. Euh, et d'aller jusqu'au fond de ce qui me fait le plus peur. Et effectivement, c'est qu'on touche aux enfants. Et il y a une résonance extérieure, c'est que moi, ma mise en mouvement au moment du Covid, très profondément, c'est le moment où le gouvernement a commencé à dire on va masquer les enfants dans les écoles et on va mettre des protocoles dans les écoles. Et où je me suis dit, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas à voir avec la science, ça va pas à voir avec l'infectiologie. Il y a une sorte de perversion. Est-ce que je peux y faire quelque chose, quoi? hmm. Ouais, la perversion aussi de les tenir puis de leur enfiler des trucs dans le nez. Enfin, il y avait plein de symboles qui étaient choquants et qui choquaient notre inconscient et donc ce que tu appelles notre profondeur. Donc, ce que tu veux dire là par rapport, j'aime bien l'image du prisonnier parce que c'est aussi un thème qu'on va traiter dans les médecines de l'âme. Le Mandela, il a mis 25 ans pour arriver à sa spiritualité, 25 ans d'enfermement. Et là, 2 ou 3 confinements, ça a fait le même effet pour une grande masse de la population. Donc, on va déjà dire, bah, peut-être que finalement, le résultat, il est bien. Mais cette descente aux enfers, toi, tu l'as vécu sur les enfants, mais ça va plus loin parce qu'après, tu rencontres carrément moi, je vais dire le mot, la parano du complotiste. T'appelles pas ça la parano du complotiste, mais tu dis, mais après, il y a encore d'autres épreuves qui arrivent. Ouais, il y a un chapitre qui s'appelle le blues du complotiste. Ça pourrait presque être une chanson, tu vois, pour en disant, mais euh, elle est partie, pourtant je l'aimais, c'est comme les chansons américaines de blues, quoi, qui sont toujours les mêmes, mais qui sont des rengaines. Sont des rengaines qui viennent chercher la tristesse de que c'est pas comme prévu, que c'est pas comme tu voudrais, que c'est trop gros pour toi, que tu peux pas faire face à ça, que toi t'es tout petit et que tu peux la grande machine totalitaire, qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire face à Bill Gates, face aux milliards de BlackRock, etc. Et donc, il y a aussi cette nécessité, je pense, de passer à travers la tristesse, passer à travers la peur, mais aussi passer à travers le sentiment d'impuissance et de tristesse, parce que c'est lui qui va te réouvrir à la nécessité du lien. C'est-à-dire, rien de tout ça ne sera résolu par moi tout seul. J'aurais beau me battre, me démener autant que je peux, y mettre toute mon énergie et tout ça, essayer d'être un héros exemplaire. Ce héros n'a aucun sens s'il n'est pas en lien avec d'autres. Et si au passage de sa lutte contre les démons et les gardiens du seuil, il n'est pas aussi en train de tisser un fil de cohérence au sein du nous, de le collectif, quoi. Et ça revient à la question de la santé dont je parlais tout à l'heure, hein. Je peux prendre toute la place et devenir paranoïaque et vouloir asservir le nous, le transformer, être dans une maîtrise créative sur lui, ou au contraire, je peux essayer de ressentir et de m'ajuster. Et j'ai souvent pris ces deux visions du monde très différentes. Une vision où on cherche à contrôler et à prédire, qui est dominante aujourd'hui, hein. On veut tout contrôler, on veut tout prédire. Vous avez la météo à 15 jours, vous avez Waze qui vous dit par où vous allez passer, combien de minutes vous allez mettre pour aller en voiture. Tout ça est ridicule en vrai. Ça procède d'une espèce de volonté de se prémunir de la peur. Ah, je sais combien je vais mettre de temps. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu pars à l'heure, tu arriveras à l'heure. Tu sais qu'à peu près, ça fait une demi-heure. T'as 27 minutes, 42 secondes. Bon. Et, et, et on donne à quelqu'un d'autre le contrôle de nos vies au passage. On,
on veut tout prédire du déroulement de notre vie. On a été sélectionné génétiquement. Si jamais on avait une maladie particulière à l'échographie, il aurait fallu nous éradiquer. Ensuite, on a eu des tests sur notre maman pour être sûr qu'on était bien comme il faut. Puis à la naissance, c'est pareil, on nous a pris dans tous les sens. On a passé un truc dans le nez, on nous a ouvert les yeux, on a regardé si on avait bien 5 doigts à chaque membre. Et pour être conforme. Et à chaque fois, il y avait une rééducation si on n'était pas conforme. Et au fond, tout est prédit jusqu'à aujourd'hui, même les gens qui veulent prédire leur suicide assisté, et on peut en rediscuter, hein, pour moi, c'est pas fou complètement, hein, mais, mais je peux pas m'empêcher de ressentir qu'il y aurait comme la peur que ça se passe pas comme il faut. Et donc, c'est une volonté de contrôle crispée. Or, dès que tu te crispes sur quelque chose, bah, en fait, tu en fais partie. Il est presque en toi, tu vois. Si agrippes quelque chose et que tu peux pas le lâcher, au fond, ça y est, si lui il bouge, toi tu bouges, quoi. Et tu peux plus vraiment trouver ta propre place là-dedans. Et pour moi, ça rejoint l'oubris prométhéen qui nous est raconté chez les Grecs, c'est-à-dire quand Prométhée veut prendre le feu aux dieux et le donner aux hommes et devenir Dieu à la place de Dieu. Je veux, moi, être le créateur. Euh, je vois que cette façon-là d'être au monde, elle est en violence sur les autres. J'ai raison et je pense comme il faut. Je veux que la ville soit comme ci ou comme ça. Et donc, on va faire ça comme ça. Vous allez avoir un compteur Linky. Je vais mettre en place des sujets d'arbres dans la ville comme ci, comme ça, avec tout un urbanisme qui fait l'économie que les autres existent. Et au fond, dit, vous n'avez pas voix au chapitre. Mais c'est pas comme ça dans un jardin, c'est pas comme ça dans le vivant. Dans le vivant, il y a sans cesse des discussions entre l'arbre, le moineau, la plante, l'autre plante qui arrive. Il n'y a pas l'arbre qui dit ça va se passer comme ça et pas autrement, hein. Ce matin, vous chantez à 8 heures, et puis à 8h10, c'est terminé. Il dit pas ça au moineau. Ça se passe, le moineau passe et il chante, la mésange. Et donc, pour moi, un rapport qui est plus juste, en tout cas, ce serait d'essayer de ressentir ce qui se passe, de ressentir pour de vrai, ressentir avec les sens, pas avec la tête, pas seulement avec la tête en tout cas, mais avec le cœur, avec les tripes, avec des, des capteurs qui sont pas ceux dont on a l'habitude. Et moi j'ai été très touché par certains moments ces dernières années où j'ai pu être confronté à des moments on m'a proposé, je vais donner un exemple hein, très précis, on m'a proposé en Suisse de faire un bain de sulfate de magnésium. Aucune idée de ce que ça pouvait bien être. J'ai dit, bon, pourquoi pas, quoi, ma foi. Et, euh, et je me rends compte que c'est en plein centre-ville de Genève et que c'est tous les yuppies, tous les gens qui passent leur vie à contrôler, prédire, tu sais, qui font faire de la bourse, contrôler leurs entreprises, la holding, le truc, tu vois, qui sont des gens importants. Mais que entre midi et deux, ils viennent se mettre dans le bain de sulfate de magnésium. Ils viennent se mettre dans le bain à 37 degrés, dans le noir complet, avec aucun bruit et puis flottant comme dans la mer morte, dans du sulfate de magnésium qui en gros doit infuser à travers la peau, qui est un truc qui te met super smooth, quoi. Hein. T'es calmos, quoi. Ils viennent comme débrancher un peu justement le contrôle permanent sur le monde. Comme s'il y avait besoin à un moment de faire disjoncter le truc, quoi. Tu vas dire, stop. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment de retrait d'essence, comme en yoga, le pratyahara, de retrait complet d'essence et de bain de sulfate de magnésium, c'est que la plupart d'entre eux ont des sortes de visions. Euh, ils- Alors, je sais pas quelles sont leurs visions, mais je peux vous témoigner de la mienne. La mienne, c'est que j'ai commencé à voir de la lumière qui sortait par les pores de ma peau, quoi. J'ai dit, ah bon, mince, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis fan de magnésium, mais un peu costaud, peut-être. Et puis, à voir des dragons danser autour de moi. J'ai dit, ah bon, mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je deviens gaga, quoi. Alors moi, j'ai tout de suite essayé de comprendre, tu sais, au niveau biochimique, comme les trucs que je fais avec des anesthésies, etc. Et puis, j'en finis par en discuter avec un anthropologue qui est un ami à moi et qui a passé une partie de sa vie avec les Indonésiens ou les chamans amérindiens et je pensais lui raconter quelque chose d'un peu original. Et elle me dit, ouais, c'est rien que de très banal, quoi. Et je dis, ah bon, pourquoi? Ah bah tu sais, les peuplades où j'ai été, les gens passent leur vie à danser avec l'esprit du loup, à aller courir à parler avec l'esprit de l'arbre, à communiquer avec le vent. Et pour eux, c'est le quotidien. C'est vraiment chaque seconde est là-dedans, quoi. Euh, c'est nous, pauvres occidentaux, qui sommes absolument coupés de cette relation instinctive, ressentie, profonde avec le monde qui nous entoure.
Mais, euh, mais normalement, c'est la base, c'est la norme. L'humain, il est comme ça sur Terre. Alors j'étais déçu, tu vois, mon histoire tombait un peu à plat. Je me suis dit, en plus, ça a besoin de sulfate de magnésium, de retrait d'essence. Mais j'ai réalisé que on passait notre vie avec cette possibilité qui nous était offerte. Ne serait-ce que dans la rencontre avec l'autre. L'autre, avant même ce qu'il me dit, avant même ce qu'il va me raconter, il y a une, comme une émotion. Il y a comme une résonance qui n'a pas à voir avec son apparence ou avec le, qui est juste quelle énergie passe. Et j'ai eu ce truc-là très étonnant pendant le Covid, c'est qu'un jour je rencontre un ami que j'avais pas vu depuis des années. Eh bien, mais je t'ai vu à la télé. Je dis, ah bon? Et alors, t'as retenu quoi de ce que j'ai dit? Et là, il a un blanc. Et il me dit, euh, rien. Alors, je suis déçu, tu vois, parce que t'as des heures à essayer de faire des statistiques, à lire les données officielles sur les vaccins, sur les trucs. Et le type qui te regarde, qui en plus, a priori, t'aime bien, tu vois, il dit, non, mais j'ai rien retenu, quoi. Gros blackout. Et donc, il me voit comme ça, un peu déçu, quoi. Et puis, il vient pour me rassurer. Il dit, non, non, mais j'ai retenu une chose qui m'a touché. T'avais l'air honnête et sympa. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la seule chose importante. C'est quelle est ma posture là-dedans? Est-ce que j'essaye d'être honnête et est-ce que j'ai le cœur ouvert pour essayer vraiment de donner de l'information claire, loyale et appropriée? Tout le reste, c'est pas si important que ça. Bon, c'est quand même important de pas dire n'importe quoi, hein. Mais au fond, j'aurais pu juste ne rien dire, me taire. Peut-être que la même chose serait passée. Et j'ai eu cette sensation-là aussi dans les dernières. J'ai fait pas mal de conférences ces dernières années. Et j'ai fait plusieurs fois la blague en disant, bon, au début, de rien dire, de me taire. Juste de regarder les gens, de prendre un peu de temps. Puis de proposer de dire, bah, si on faisait une conférence de 3 heures de silence. Et, euh, et je trouvais que les gens rigolent. Et moi aussi, en me disant, bon, ouais, c'est tentant, quoi. Ça pourrait vraiment être sympa. On pourrait vraiment passer un super bon moment. Et ressortir chargé d'énergie, chargé de quelque chose de très beau, sans avoir eu besoin de rien dire. Et ça, pour moi, c'est Justement, cette idée de ressentir et s'ajuster. ouais, justement, dans ce que tu viens de dire, en fait, tu arrives à un moment à ce qu'on te renvoie que juste d'être vrai, bah, tu sais, l'âme, on définit souvent comme étant le bon, le beau, le vrai, tu vois, pour retrouver les trois niveaux de notre trinité, le bon pour le corps, le beau pour l'âme, et puis le vrai pour la tête. Et ce truc-là, le gars, il va le percevoir, il va retenir que ça de toi à la télé. Mais pour en arriver là, je reviens un petit peu en arrière dans ce que tu as dit. Tu es quand même passé par l'épreuve de te confronter avec le jeu qui pouvait devenir malade dans sa tête. Tu dis, bah, il y a le nous, faut pas oublier le nous, c'est le nous qui va me permettre d'en sortir, le collectif. Donc le collectif va aider ton jeu à se recadrer, mais n'empêche que tout le monde connaît ton histoire et on sait bien qu'il y a un jeu Louis Fouché qui est sorti et qui s'est du coup ton gardien du seuil à un moment tu le rencontres quand tu vas voir l'ordre des médecins et puis tu es un jeu tout seul mais qu'il y a le nous dehors qui te soutient et tout ça. Moi j'aime bien quand tu racontes ce truc parce que là on voit vraiment qu'il y a un accord entre un nous et un jeu et que ça c'est ça qui va gagner parce que c'est un accord, ce que tu disais tout à l'heure, au centre de la croix. Moi, j'aime bien ce passage parce que tu décris vraiment ce truc-là qui t'est arrivé vraiment à toi. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est un moment très initiatique, hein, justement, où, où je suis convoqué à la direction de l'hôpital et pour me faire tancer vertement, et où je vous la fais courte, mais le, le- l'ensemble de la communauté autour prend le mort aux dents et écrit de manière très importante à l'hôpital, mais de manière très respectueuse. Moi, je suis pas vraiment au courant, et j'arrive pour ma confrontation. Et rien ne se passe comme prévu. Tout se passe de manière beaucoup plus facile. Je suis accueilli par quelqu'un qui dit, ah, docteur Fouché, on vous attendait, tu vois, alors que tu vas te faire défoncer. Normalement, il appuie sur le bouton de l'ascenseur pour moi. Tu sais, il s'arrête au moment où on est devant l'ascenseur, il m'arrête, et il appuie sur le bouton. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie, quoi. Tu vois. Je me suis dit, j'ai changé de parfum, qu'est-ce qui se passe? C'est, je comprends pas, quoi. Et je réalise qu'au fond, euh, c'est la force de la communauté derrière qui me donne la force et qui a déjà vaincu le dragon à l'intérieur. Mais moi, je dois quand même rentrer parce que je dois faire face à rien d'autre que moi-même, que ma propre peur. Ma peur de perdre mon boulot, ma peur euh, de l'autorité, ma peur de... Et, et d'essayer de trouver, est-ce que je peux changer la tonalité de relation habituelle que j'ai avec ce que je concevais jusqu'ici comme un monstre, comme quelque chose de dangereux, comme des gens qui faisaient du mal.
et de découvrir que la communauté et le fait d'y aller me permettent de changer la nature même de ma relation à l'autre. Parce que à ce moment-là, je rentre dans cette direction hospitalière avec l'idée qu'on va être en diplomatie, qu'on va créer une ambassade, qu'on va rediscuter enfin. Et d'emblée, je change complètement mon rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, je ne vais pas me prendre une sanction ni rien. J'en suis persuadé. Je suis convaincu qu'au fond, ça y est, on va être des humains qui vont se parler de cœur à cœur et rien d'autre que ça. Et ça va bien se passer. Et, euh, et c'est ça qui se passe. Alors, et je peux continuer à parler derrière. Donc ça, c'est un moment très étonnant et il est arrivé à plusieurs reprises dans les 4 dernières années que quand tu oses y aller sans aucune intention réelle, t'es plus dans une volonté de maîtrise, comme je disais tout à l'heure, de maîtrise créative ou de contrôle ou de prédiction. C'est juste dans, je vais me couler intégralement dans ce qui est en train de se passer, avec une souplesse adaptative qui va apparaître parce que je suis en plein en train de le faire. Et au fond, c'est exactement ce que savent faire les enfants. C'est un enfant qui joue à un jeu, il est le jeu, il est dans son jeu, il le vit pour de vrai et intégralement. Un enfant ou quelqu'un qui grimpe à un arbre sans une assurance ni rien et qui tend le bras pour aller chercher une branche, il est entièrement tendu dans ce bras qui va chercher une branche. Il peut tomber, la branche peut se casser, pourrait se faire mal et tout ça. Et pourtant, ça va se passer. Et il va être capable de faire des choses qui sont, vous regardez des enfants dans des jeux publics là, en train de faire des cabrioles et tout ça, vous dites, ah, je suis plus capable de faire ça, moi. Quand ils sautent d'un truc à un autre, euh, qui font la roue, ensuite, enfin bref, j'essaie d'exprimer cette idée que à partir du moment où on se coule dans l'expérience, on accepte l'expérience de flux, on vient aussi dévoiler les capacités héroïques qui étaient en nous et qui étaient latentes, qui étaient comme en jachère. Et on se retrouve capable de faire des choses dont on pensait pas qu'on était capable de les faire. Et les 4 dernières années, moi, j'ai écrit des livres, fait des conférences, fait des films. Je pense pas que j'étais capable de faire ça, hein. Je suis médecin, moi, je pensais que j'étais capable d'aller bosser à l'hôpital et faire mes gardes et faire tel ou tel truc. Puis je découvre que bah non, le, le, le temps se dilate, les compétences se dilatent. Et je prends l'exemple dans le livre de la question du combat des arts martiaux, qui est une sorte de convocation à faire face à l'autre et où vous ne pouvez pas fuir. Si vous fuyez, vous allez vous faire taper dans le dos, vous avez perdu d'avance. Vous ne pouvez pas dire non. Vous êtes convoqué au combat et il n'y a pas le choix. C'est marrant cette idée de la convocation. euh, c'est venir avec, hein, cum vocare en latin. Hein, vocare, c'est appeler. Et cum, c'est avec. C'est vous êtes appelé à venir avec. Et c'est présent dans la Bible. Il y a plein de personnages dans la Bible qui sont appelés. Et alors, la plupart d'entre eux font comme s'ils n'entendaient pas. Et, ils disent bon, ça doit être le bruit dehors, voilà, où ils vont ouvrir la porte pour voir qui c'est, mais bon, ils voient rien. En fait, c'est Dieu qui les appelle à chaque fois. Hein. Et puis, et c'est pareil. Euh, Joseph Campbell le décrit dans le héros aux mille et un visages. Le héros plusieurs fois va quand même gentiment repousser ça dans son coin, dire bon, on verra plus tard, on n'est pas pressé, peut-être qu'il faut un seuil de plus avant que j'y aille, quoi. Et c'est comme s'il y avait besoin d'un moment où d'être appelé pile à la bonne clé de résonance, comme un truc un peu homéopathique, quoi. C'est à cet endroit-là que ça me touche, moi. Et on est tous différents. On va tous être appelés à des choses différentes et par des choses différentes. Parce que ça vient comme faire résonner en nous l'ensemble de notre construction. C'est la juste fréquence, quoi, on va dire. Et le, une fois que l'appel est fait, il va y avoir dans le combat martial, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez vous retrouver face à l'autre et l'autre va en permanence vous aider à trouver la bonne façon de faire. Ça, si vous prenez un coup en pleine figure, vous pouvez dire qu'il est méchant, que c'est pas gentil de sa part, ou vous dire, il m'aide à m'affermir, il m'aide à trouver la bonne garde. J'ai pas une bonne garde. Ok, il faut que je me mette mieux que ça. Il vous fauche les pieds, il est pas méchant et il vous dit, tu tiens pas debout, tiens mieux sur tes pattes. De Euh, la même manière qu'un virus, il t'aide à voir que tu as peut-être une faiblesse dans ton terrain immunitaire, hein. C'est la ouais, même et plus chose. loin, on parle du forum des médecines de l'âme. Euh, le, il y a cette question de la maladie. Tous ceux qui voudraient un monde où il n'y a pas de maladie, pour moi, c'est comme le rêve de la perfection.
je suis pas, je suis pas convaincu, ça résonne pas. On m'a souvent demandé, ah, comment tu vois le monde de demain, plus beau, etc. Moi, j'ai l'impression que le monde, il est comme ça, quoi. Je sais pas, au contraire, il est une bonne expérience projective pour nous. Il vient nous chercher à l'intérieur pour dire comment ton monde à l'intérieur il est. Et est-ce qu'il n'est pas une fractale, un reflet de ce monde extérieur? Est-ce que t'es pas un peu lâche? Est-ce que t'aimes pas le confort? Est-ce que t'es bien pas bien tranquille à toute ta technologie? Est-ce qu'au fond, quand il y a des ouais, tu dis que t'aimes bien la nature et tout, mais enfin bon, quand même, pas mal que ta maison, elle soit un peu protégée de la nature d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, on est comme en écho. On accepte par toutes nos petites bassesses, nos petites lâchetés, nos petits conforts le l'ensemble du monde tel qu'il est. Et donc ça revient à la palissade, mais je vais rien changer là-devant si je l'ai pas changé là-dedans. Je peux pas vouloir la paix là-devant si je l'ai pas trouvé un peu là-dedans. Donc il y a plein de gens qui arrivent comme ça en voulant faire de la communication non violente, mais au fond parce qu'eux-mêmes ils ont peur de la violence ou ils ont peur du monde. Et ça marche pas. Ça va déclencher encore plus de violence en face parfois. Vous savez, C'est pour euh, ça qu'on en arrive à dire que la communication non violente, quelquefois, elle devient très violente, justement. C'est exactement, ouais. étonnant. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais. Et c'est bien expliqué hein, par les grands maîtres, on va dire, de communication non violente, comme Marshall Rosenberg. Il dit il y a une phase exécrable. Il y a un moment où peut-être vous n'avez rien compris, vous êtes en train d'employer un nouvel outil, mais vous savez même pas quoi en faire, et il vous revient en pleine gueule, quoi, comme si vous essayiez de manier une épée beaucoup trop lourde pour vous et qu'elle vous fait tomber, quoi. Ouais, tu Enfin, sais, moi, je m'appelle Gandhi, mais bon, Gandhi savoyard, hein, mais il y a un Gandhi qui a créé ça. Et quand tu vois le film sur Gandhi, il y a des scènes, c'est d'une extrême violence, la non-violence, hein. C'est ouais, tout à fait. vraiment Ouais. choquant, moi, je trouve. Ouais. Et donc cette idée du combat, pour moi, elle est très différente parce que certains me reprochent dans un sens d'avoir tenu une voix non violente, et de l'autre côté, d'autres me reprochent de parler de combat parce que j'entrevois le combat. Peut-être je vais essayer de mettre des mots moi. Hein, et il va falloir trouver un endroit où on peut se parler. C'est très différent de la guerre. La guerre, c'est vraiment la volonté d'éradiquer l'autre. C'est cette idée du contrôle, de la prédiction, d'envoyer des drones pour tuer. Et j'ai cette image-là que le bout de la guerre c'est quand le système technique lui-même est complètement déshumanisé. C'est un drone piloté par une intelligence artificielle qui va tuer des enfants. Tu Mm. vois, et ça, c'est le bout, quoi. C'est même plus des humains qui s'entrechoquent. C'est une machine et l'humain se fracasser sur la machine. Euh, et qui est le bout de ce qui est un peu le mouvement de notre société actuellement. Mm. C'est-à-dire tout se mécanicise, tout devient de plus en plus algorithmique. On en reparlera avec Philippe Bobola, hein. Mais et à la fin, ça vient tuer le vivant qui est en nous. Tuer les émotions, la joie, l'empathie, la capacité à la compassion, etc. Et alors que le combat, c'est complètement autre chose. Au contraire, ça vient chercher le vif, ça vient chercher la chose la plus dynamique en moi, une espèce de sauvage indompté qui était là. Et que toutes nos habitudes, nos conventions avaient bien gentiment mis dans une petite boîte parce que c'était pas très acceptable cette bête sauvage indomptée. Et là, le combat vient sortir cette bête sauvage là. Mais Et, quand tu vas dans ton combat, par exemple, dans ton expérience à toi, quand tu vas dans ton combat, ben, par exemple, le jour où tu vas être convoqué par l'hôpital et tout, tu as déjà affronté ton combat intérieur, tu as déjà affronté ta lâcheté, ou ta peur, ou ton petit enfant qui a toute son histoire, et tu es déjà prêt, en fait. Parce que si tu l'as fait à l'intérieur, dehors, ça va être une formalité, c'est ça ce qui se passe pour toi, en fait. Pas une alors formalité, une formalité, j'exagère. je sais pas, mais formalité, je sais pas, mais effectivement, il y a comme une nécessité de se préparer. Euh, tous les héros passent leur temps enfin, s'exercent d'abord, et puis ça va crescendo dans ce qu'ils affrontent. Euh, et je pense qu'on ça s'arrête pas. En vrai, il y a pas un moment où ça y est, t'es posé une fois pour toutes, tout va bien, c'est terminé. C'est comme si il fallait accepter cet inconfort que tu vas être remis sur le grill encore et encore et encore jusqu'à ce que vraiment il reste que l'huile essentielle, quoi, tu vois. Et ça, Mm. ce sera le moment où elle s'envolera justement, où elle s'envolera peut-être vers ailleurs. Tu vois, c'est la fin du livre au fond, quoi. C'est la mort. Euh, Oui, c'est la mort, mais en même temps, tu pars serein parce que de toute manière, tu as fait ce que tu avais à faire. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors ça, c'est une des choses importantes parce que on pourrait croire que, enfin, je décris pas hein, une voie facile.
et je suis un peu inspiré par quelqu'un qui s'appelle Jack Cornfield, euh, qui écrit un livre qui s'appelle Après l'extase, la lessive. Où il décrit un chemin d'éveil, mais après l'éveil, bon, bah, il va falloir retourner au turbin, quoi. Tu vois, tu vas, Faut faire la ok, vaisselle. ouais, il va falloir faire la vaisselle, quoi. Et c'est sans cesse comme ça. Mais effectivement, il y a une sorte de contentement intérieur, une sorte de paix qui se met au jour et qui est communicative et qui change bien plus le monde que tout ce que tu avais essayé de faire avant. Et c'est un peu l'idée de Réinfo Covid, au fond, le groupe qu'on a créé, il a une fécondité au monde que nous, on ne prévoyait pas. Si tu veux, au début, on voulait faire des tracts, aller parler avec les autorités, et dire ça va pas et tout ça. Puis après, on a voulu crier sur Internet, ça va pas et tout ça. Et malgré nous, l'espèce de calme intérieur qui a été construit collectivement. On avait la chance d'avoir des gens qui avaient une certaine sagesse et qui nous disaient, ah, vous voulez accélérer? Non, faut ralentir. Voulez-vous lutter contre ce qui est en face? Non, commencez par regarder à l'intérieur. Est-ce que vous êtes bien structuré? Vous pouvez pas allonger un uppercut au système si vous tenez pas sur vos pattes, quoi. Si déjà vous avez des conflits, etc. Donc résolvez vos conflits et tout ça. Et, euh, et cette organisation, par cette logique-là non violente, a donné naissance à plein de groupes partout qui ont fait de la médecine, de la santé alternative, de la défense des citoyens, un syndicat et des soignants, des agoras de dialogue entre professionnels de santé de plein d'horizons différents, un truc qui s'appelle Parlons Santé. Ce sont des émissions où autour d'un thème, on fait venir plein de professionnels différents pour croiser le regard d'un cardiologue, d'un médecin chinois traditionnel, de quelqu'un qui fait, je sais pas moi, de l'Ayurveda, autour de l'hypertension artérielle, tu vois. Euh, un groupe qui s'appelle Réinfo Santé qui a donné des clés de santé naturelle aux citoyens de manière bénévole et voilà, chacun donnant le meilleur de ce qu'il avait à donner. Il y a eu tout un champ artistique. Il y a eu des films, un film sur la permaculture, sur l'éco-construction, un autre film qui a juste témoigné de ce qui s'était passé ces dernières années. Il s'appelle donc le premier s'appelait Tous résistants dans l'âme. Le deuxième s'appelle Après la pluie. Et le ciel a tout filmé. Un autre sur les soignants suspendus, qui était vraiment un morceau de témoignage pour dire, bah voilà, ces gens-là ont existé et le dire. Des livres à gogo, des collectifs partout. J'ai même été invité au Québec parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Réinfo Québec qui s'est créé à partir de ce qu'on a fait et qui continue, qui existe encore, qui a fait des conférences, bah, tu vois, ça c'était imprévu. Ça veut dire que quand il y a un alignement entre une sorte de paix intérieure, euh, des, des, des monstres que tu as déjà vaincus à l'intérieur et que tu commences à ouvrir sur le monde, bah, effectivement, ça émane de la lumière, comme je disais là avec avec le sulfate de magnésium, quoi. Il y a plein de brèches partout dans ce système et ça va mettre la lumière sur plein de choses qui vont pouvoir exister. Parce Hmm. que je vais prendre un autre parallèle ou une analogie. Quand vous regardez les plantes, comment elles poussent, vous dites, est-ce que c'est la plante qui depuis l'intérieur pousse ou est-ce que c'est la lumière sur le trajet d'un rayon de lumière que c'est là que la branche va grandir. Mais c'est toujours eu cette question, est-ce qu'il y a déjà une architecture invisible qui donne la branche, mais elle était déjà là en jachère, possiblement. Ben, si tu fais Et, pousser et- une graine dans l'ombre, elle rampe, hein. Elle pousse pas. exactement, ouais. Et donc il y a comme une rencontre entre la terre, l'eau et le possible qui est là, qui est condensé dans la graine, et puis l'ouverture qui est donnée par la lumière, qui propose un chemin à cette graine pour aller grandir. Voilà, donc, je sais pas si c'est clair, hein, c'est pas trop Ouais, ouais, éthéré comme façon de voir. c'est très clair, Louis. Écoute, c'est génial. Je crois que là, on a vraiment quelque chose toi, qui émerge dans ce que tu dis. Et alors, la question, c'est et l'avenir à partir de ça. Maintenant, tu vois ça comment ou sans faire de prédiction, tu, je sais que tu vas me dire, ben, je vais continuer à être, et puis voilà. Mais bon, tu Euh, as, des projets en il y ce a- moment, il y toi? a- Tu écris d'autres alors, livres? euh, il y a, sans cesse, on me demande alors, t'as retravaillé, tu refais de la médecine, tout ça. Et ça vient comme me culpabiliser, tu vois. Et en même temps, chaque fois que je regarde la médecine telle qu'elle est dans le monde de la réanimation et tout ça,
je ressens pas d'envie, je ressens pas de joie intérieure, j'ai pas de d'impulsion à y aller, j'ai pas de signe non plus de la vie qui disent c'est là qu'il faut aller. Au contraire, le Conseil de l'ordre met des bâtons dans les roues, le Conseil national de gestion met des bâtons dans les roues, l'hôpital met des bâtons dans les roues, les fact-checkers ont mis plein de bâtons dans les roues puisque j'ai en gros une fiche Wikipédia sur laquelle je serais un gourou d'extrême droite anti-vax, tu vois. Donc Voilà. Là, n'importe quel employé. quand on t'écoute parler, c'est flagrant, hein. Ouais, donc n'importe quel employeur qui regarde ça, il dit bon, merci. Putain. Donc Donc, il y a rien, il y a rien qui pousse dans cette voie-là. ouais, l'ancien Et je suis système, c'est non, quoi. Ouais. ouais. Et donc il y a comme autre chose à ouvrir. Et pour le moment, je suis dans une phase de repos, on va dire, où justement, bah, je m'occupe de la maison. Voilà, je construire une chambre pour ma fille qui grandit, parce qu'elles sont toutes les trois dans la même chambre depuis des années et que la grande commence à être ado, elle en a marre, on peut comprendre. Et, et on a une toute petite maison, donc fallait faire ça, de faire à manger, d'essayer de juste prendre soin de moi. Donc là, je suis allé chez le dentiste, tu vois des trucs que t'as pas fait depuis longtemps où tu te dis bon, j'ai quand même des vieux chicots qu'il faudrait soigner, etc. Et donc là, j'en suis à la phase où il est temps de reconstruire un peu à l'intérieur, de prendre soin de soi. Et en Mm. même temps, je sens qu'il y a comme un appel à aller participer au monde. Et pour le moment, cet appel, j'y réponds en allant discuter avec les gens sur la forme de conférence, là, la conférence du Forum de médecine de l'âme ou d'autres, à écrire, à partager ce qui s'est passé, à raconter ce qui s'est passé, et puis dans plein de façons différentes. Là, dans le livre Tous résistants dans l'âme, c'est un peu comme un roman. Je raconte sans raconter ce qui s'est passé au fond, hein. Et je raconte plutôt l'aventure intérieure qu'on pourrait vivre au passage, plutôt que les grands événements dans lesquels on a été. Euh, je donne la parole à des gens de plus en plus, c'est-à-dire que la notoriété que j'ai pu avoir, j'essaye qu'elle soit utile à d'autres, à ceux qui sont qui font pour de vrai. Et là, c'est la nuance un peu subtile que j'aimerais rajouter pour conclure, c'est que pour moi, ok, il s'agit d'être, certes, et souvent on oppose être et faire. Mais Mm. pour moi, être se fait en faisant, enfin, se vit en faisant. Il y a, on est incarné, qu'on le veuille ou non. D'accord, c'est une illusion. D'accord, ça n'existe pas. Mais si on veut s'enfuir dans un rêve où on serait dans un monde avec les esprits, etc., ce sera aussi une illusion, mais dans laquelle on sera aussi enfermé. En plus, on n'aura pas de pouvoir, de puissance d'agir sur ce qu'il y a autour de nous directement. Mm. Et donc, comprendre que tout ça est une illusion, mais comprendre que j'ai une capacité à aller l'infléchir, le gauchir, le transformer, lui donner un mouvement. C'est pas vouloir contrôler, c'est pas vouloir façonner le monde tel que je voudrais qu'il soit. C'est juste essayer de trouver ma juste place et puis voilà, gauchir comme je peux le ce qui est en train de se passer autour de nous. Et donc ne surtout pas abandonner l'arène du combat dans lequel on est, ne pas abandonner l'incarnation, mais la vivre pleinement en faisant ce que j'ai à faire. Et Mm. pour trouver ce que j'ai à faire, souvent on a plein de préconçus qui nous sont donnés, les études, la vie familiale, le background collectif dans lequel on vit, ouais, ça, c'est des conneries, hein. En fait, c'est pas du tout le bon endroit. Et puis, la plupart des gens le vivent sous la forme de la crise de la trentaine, enfin, la crise des 18 ans, je sais pas ce que je vais faire dans la vie, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, j'achète une grosse bagnole, je pars avec une poule, en quittant ma femme. Ok. Euh, comme si, il y a plein de moments où on se dit, bon, C'est il marrant, faut que celle-là, je l'ai pas vécu, j'ai dû rater quelque chose. non, pas tout le monde, moi non plus, hein. Je suis très heureux en ménage. Et non, je dis ça un peu de manière humoristique pour dire il y a tous ces préconçus, c'est comme s'ils m'empêchaient de voir quelque chose de Mm. très simple, qui m'est donné dans l'enfance, dès le début, comme un cadeau. C'est quand c'est juste, quand c'est beau, quand c'est vrai, bah, j'ai de la joie et je suis en paix. Et pour moi, c'est les deux boussoles actuellement, à travers toutes les tempêtes qu'on est en train de vivre. C'est est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je vis, est-ce que ma façon d'être au monde avec les autres, elle me donne de la joie et c'est en paix. Et je dis pas que c'est facile à trouver, hein. Il y a des fois, la boussole, elle panique, elle tourne dans tous les sens, etc. Mais si je me pose, si je souffle, si j'attends, si je la laisse plate comme ça, et bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je rigole et est-ce que ça va, quoi? Tout va bien. Et ça peut donner un chemin, quoi, peut-être. Ouais.
Et donc ça, c'est le chemin des médecines de l'âme, ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Gilles. Merci à tous ceux qui organisent le forum, à tous ceux qui vont venir, à Philippe Bobola. Pour le livre, j'aimerais juste, comme tu en as beaucoup parlé, remercier les éditions Très Daniel, parce qu'un livre, c'est jamais une histoire tout seul. Et puis Benoît Flamec, qui est mon illustrateur, et qui, au fond, par ses dessins, m'a même aidé dans la narration sur cette idée du parcours héroïque. Tu vois, et donc les dessins, les gens peut-être raisonneront pas, mais sur la couverture, il y a comme un labyrinthe puis un petit chevalier qui est tout pétri de terreur, et puis il a un masque FFP2 sur le visage, il a un bouclier avec le drapeau de l'Ukraine, il a un QR code sur son plastron, et il a des lunettes de réalité virtuelle. Et avec toutes ces armes-là, il pense que ça y est, il est mûr pour aller combattre, mais il est tout petit face à ces énorme monstre qu'il a face à lui. Et cet énorme monstre, il est au cœur du labyrinthe. Mm. Et en fait, il est au cœur de lui-même. Et tout le long, le chevalier, il va devoir enlever toute cette armure rouillée dans laquelle il est pour accepter de se dépoiler et d'aller voir que le monstre, au fond, c'est ce qu'il en a fait, quoi. Le monstre va devenir tout petit à un moment, justement parce que ça y est, il l'a déjà vaincu, quoi. Mm. Et comme Benoît habite Angers, il sera sans doute là sur le stand Ouais, ouais, aussi. j'espère qu'il sera là. Dédicacer ce livre. Je Je lui l'ai dirai, déjà ouais, vu deux ouais. fois au forum, lui aussi, ouais. Ouais, Ouais, ouais. super. Euh, Ben, écoute, on est tous très très contents de te voir et puis merci beaucoup pour cette interview, Louis. Et puis à tout bientôt, hein, ça se rapproche, c'est dans moins de 2 mois. Et puis, bah ouais, merci, c'est tout. merci Gilles, bonne journée à toi.